Mesdemoiselles, introduisez. Maintenant, ce sera tiré aux dents sur une autre pathologie rare. Ah. Tu es en équipe avec Timothée de Saint-Denis et Guillaume Lotte. Bonjour à vous tous et ceux que je n'ai pas vus. Je voulais remercier la SFCR de nous avoir donné ce temps de parole pour cette mise au point. Et puis également Timothée de Saint-Denis et Guillaume Lotte, qui sont neurochirurgiens et qui ont une grande expérience de ces patients. Timothée pour la charnière occipito-cervicale et Guillaume Lotte, ces patients à l'âge adulte. Alors je vous propose, donc on a 3/4 d'heure, je vais vous faire un rappel sur les généralités et les actualités sur la chondroplasie. Ensuite, Timothée de Saint-Denis vous parlera du crâne et de la charnière occipito-cervicale. Je vous parlerai de la charnière thoracolombaire chez l'enfant. Et ensuite, Guillaume Lotte vous parlera du rachis de la chondroplase à l'âge adulte. Pour l'organisation, j'ai pensé que ça serait mieux, si vous avez des questions à poser, qu'après chaque topo, on ait un moment de 2-3 minutes. Ça permettra de faire les questions selon chaque topo. Alors, quelques rappels. Donc, la chondroplasie, c'est le nanisme le plus important dans le monde. Et c'est la forme de nanisme le plus important dans le monde. Et ce sont dus à des mutations hétérozygotes dans le gène de FGFR3. Ça va désorganiser des plaques de croissance et entraîner une fusion prématurée des synchondroses, à la fois des zones de croissance et de la base du crâne. Ça va donner un nanisme rhizomélique, donc qui va prédominer aux racines des membres, et le phénotype associe donc les déformations orthopédiques avec une micromélie, une déviation en varus et en rotation interne des membres, un tronc court, une dysplasie vertébrale et les anomalies de la charnière. Alors, quelques rappels sur FGFR3. Ce récepteur au FGF, en fonction du type de mutation, on va avoir donc une famille de chondrodysplasie. Ça commence par l'hypochondroplasie, la chondroplasie et le nanisme thanatophore, qui est donc létal, et donc avec ces différents types, mais qui correspondent tous à cette famille de chondrodysplasie qui sont dues à des mutations dans FGFR3. Alors, quelques rappels de génétique. Le gène a été découvert par une équipe française à l'hôpital Necker, par une équipe de recherche de Arnold Munich, et on a retrouvé des mutations hétérozygotes qui sont localisées dans les différents domaines de la protéine. Donc là, vous avez la protéine du récepteur. Donc vous voyez que le nanisme thanatophore, ce sont certaines mutations. L'hypochondroplasie, vous avez différentes mutations, mais ce qui est important, ce qui est assez particulier dans la chondroplasie, c'est que c'est une mutation récurrente, donc c'est G380R, donc c'est toujours la même mutation, dans quasiment 100% des cas, c'est la même mutation. Et alors la deuxième chose, c'est que ce sont des mutations activatrices. Le fait d'avoir ces mutations vont activer de façon constitutive le récepteur. Alors, quelques rappels de l'ossification en chondrale pour les chirurgiens adultes. Vous voyez ici comment ça fonctionne. Vous avez le contrôle. En haut, vous avez la zone de réserve. Après, la zone de prolifération, l'organisation des cellules en colonne, et puis le front d'ossification. Au milieu, le cas d'un achondroplase. Vous voyez qu'il y a une diminution de la zone de prolifération et l'absence d'organisation des cellules en colonne dans la zone proliférative. Et puis, dans le nanisme thanatophore, il n'y a plus rien. Donc, c'est entraîner des anomalies de croissance en longueur des os, à la fois pour deux raisons, parce qu'on va avoir, comme ce que je vous ai montré, un défaut du processus d'ossification en chondrale, donc il va y avoir moins de production de cartilage et donc moins d'ossification, et puis également une fusion prématurée des cartilages de croissance. Donc la croissance va s'arrêter plus tôt de fait de ces... C'est comme si la croissance se faisait moins bien et s'arrêtait plus tôt. Alors pour le phénotype, en termes de taille, en moyenne, la chondroplasie va donner une taille de 1,20 m, 1,30 m chez le garçon et 1,15 m, 1,25 m chez la fille.
Il faut penser aussi aux anomalies crânio-faciales, hein, et ça c'est important avec la préparation des chirurgies, notamment les discussions avec les anesthésistes. Donc elles sont de sévérité variable, mais souvent on a besoin de faire des intubations sous fibroscopie. Et puis les anomalies importantes aussi du massif facial qui sont corrélées avec les apnées du sommeil. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert le gène il y a à peu près 30 ans. On a trouvé et on a maintenant toute la cascade et qu'est-ce qui se passe. Hein, donc, on a cette activation. Donc, vous avez la croissance normale. Hein, donc, le gène FGFR3, il va activer deux voies de signalisation, la voie STAT1 et la voie MAKP. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les chondrodysplasies liées à FGFR3 ? Ben, vous allez avoir donc l'activation plus importante de STAT1, donc qui va diminuer la prolifération des chondrocytes, et puis l'activation de la voie MAKP qui va diminuer la différenciation des chondrocytes et donner donc cette croissance osseuse altérée. Donc on a découvert donc le gène, ce que ça a entraîné comme fonction, et maintenant on est à la thérapie, et on a donc différents traitements donc, qui vont bloquer l'activation de FGFR3. Donc il y a le Voxzogo hein, qui a maintenant l'AMM, et là qui va agir sur la voie MAKP. Et puis d'autres molécules, hein, il y a tout un tas de molécules qui sont actuellement en cours d'investigation, qui vont soit jouer sur la voie MAKP, mais également sur la voie STAT1. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'utilisation du Voxzogo actuellement ? Donc, c'est une molécule qu'on utilise maintenant depuis une dizaine d'années. Hein. Elle a maintenant l'autorisation de mise sur le marché. Et les protocoles qui ont été mis en place maintenant il y a une dizaine d'années. Alors maintenant, les protocoles sont différents. On commence plus tôt. Enfin, on gagne à peu près 6 cm hein, par rapport à la taille cible. Et pour l'instant, il n'y a aucune publication sur le phénotype rachidien. Alors, je vous montre les différentes molécules qui sont actuellement en cours d'étude. Donc, on va jouer aux différentes anomalies de la signalisation. Donc voilà, il y a le Voxzogo, enfin il y a tout un tas de molécules qui sont en cours d'évaluation. Et ce qui est important, hein, c'est qu'on est passé du gène, de la fonction, on a fait un modèle murin, hein, donc il y a un modèle chez la souris d'achondroplasie, donc ces molécules sont testées chez la souris, et puis ensuite avec des essais cliniques chez l'humain. Alors, ce qui est aussi un petit peu déplaisant, c'est qu'on a vu que ce gène, il a été découvert en France, le modèle de souris a été fait en France, mais on voit que toutes ces études, elles sont faites par des grandes sociétés nord-américaines, et c'est un peu le problème de notre recherche, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, parce que c'est à la fois après des traitements qui coûtent cher, qui seront revendus à notre pays. Alors, on va parler maintenant plus précisément de l'atteinte rachidienne, hein, donc qui est due au défaut de croissance, mais également à la dysplasie osseuse, également aux anomalies associées des membres et du bassin. Donc on va faire 3 parties. Timothée va nous parler du crâne, et vous voyez que bien que le crâne soit essentiellement de l'ossification membraneuse, il y a une partie d'ossification enchondrale qui va nous intéresser. Moi, je vous parlerai de la syphose thoracolombaire. Alors, c'est une hémivertèbre, hein, ce n'est pas un achondroplasme, mais vous voyez que pour vous montrer l'importance de l'ossification, enfin du cartilage, hein, les enfants, ce sont des cétacés, hein, donc c'est un squelette qui est beaucoup cartilagineux. Et puis, Guillaume Lotte vous parlera des sténoses, et vous voyez ici le cartilage neurocentral. Merci. Faire la présentation suivante. Bonjour, je m'appelle Timothée de Saint-Denis.
Je suis neurochirurgien exercice pédiatrique et je travaille à l'hôpital Necker dans le service de neurochirurgie et à l'hôpital Trousseau dans le service d'orthopédie, avec une activité depuis maintenant plus de 10 ans par Michel Zera qui m'avait transmis ça sur les activités en fait sur les maladies rares. D'ailleurs, je m'occupe et j'avais opéré la patiente présentée par Samuel tout à l'heure. Et il y a aussi donc la maladie la plus fréquente de ces maladies osseuses, c'est la chondroplasie et qui est prise en charge à l'Institut Imagine à l'hôpital Necker. C'est une maladie rare, donc une copie d'écran d'Orphanet. Et dans la définition, on peut déjà deviner ce qu'on peut rencontrer comme problème. Juste en quelques phrases, il y a la rhizomélie, l'hyperlordose lombaire, la rhodoctylie, la macrocéphalie, donc qui va poser un problème peut-être neurologique, mais aussi pour l'équilibre cervical, et une hypoplasie de l'étage moyen du visage qui va poser des problèmes pour la respiration, et donc vous allez voir pour la suite. Si on considère le crâne lui-même, même la base du crâne, il y a par défaut de croissance un rétrécissement des trous de la base. Et dans ces trous, il y en a deux principaux qui sont le foramen magnum et les foramens jugulaires. Qu'est-ce qui se passe quand on a une sténose des foramens jugulaires et une sténose du foramen magnum? Eh bien, vous allez avoir un défaut de drainage veineux. Or, qu'est-ce qui se draine dans les veines? Pas que le sang, aussi le LCR. Et donc c'est ça qui provoque la macrocranie, qui est c'est par une forme d'hydrocéphalie d'origine veineuse, et qu'il faut, j'ouvre et je ferme ce chapitre, dans la très grande majorité des cas, ne pas traiter, puisque c'est une adaptation physiologique d'avoir cette grosse tête. C'est une augmentation de la précharge du liquide pour que ça passe. Ça passe en fait dans le secteur veineux qui a une pression supérieure à la normale. Et l'autre partie, c'est le foramen magnum qui va être plus petit et même pouvoir ne pas grandir et même se rétrécir. Et donc vous voyez sur le schéma de droite, ça vous donne une sténose qui n'est pas une sténose de la charnière, mais c'est une sténose vraiment du foramen magnum, avec un os occipital qui va être antériorisé par rapport à l'arc postérieur de C1. Et c'est une maladie génétique, et les gènes, ça ne touche pas qu'un trou du crâne. Donc vous voyez toutes les atteintes, et les atteintes non seulement sur de multiples organes qui peuvent interférer les uns avec les autres, mais aussi une atteinte qui est évolutive dans le temps. Et donc, de raisonner, quand on fait une prise en charge chez un nourrisson, qu'est-ce que ça va pouvoir donner à l'adolescence, à l'âge adulte? Et puis, on a déjà parlé tout à l'heure de la transition, comment préparer l'avenir au mieux de ces patients qui ensuite vont vieillir, et c'est la problématique que va apporter ensuite Guillaume Lotte. Vous voyez, c'est dans la phase très précoce qu'on a une compression médulaire cervicale. Donc en fait, on se concentre uniquement sur des bébés. L'autre chose, c'est l'hydrocéphalie. Vous voyez, c'est vraiment sur la première tranche et donc qui peut jouer sur leur tonus. L'essentiel maintenant est contenu dans ce document qui date de l'année dernière et qui est le PNDS, qui a mis pas mal d'années à émerger, mais c'est parce que les recommandations n'étaient pas tout à fait consensuelles au début, notamment sur ce dont on parle, le foramen magnum, et qui maintenant sont plus solides à quelques variations près selon les pays. La recommandation actuelle, c'est de faire un screening par IRM systématique durant la première année de vie, et c'est quelque chose qu'on a avancé dans le temps, et maintenant, en fait, c'est dès 3-4 mois que la première IRM est faite. Ce résultat, il est discuté ensuite en réunion pluridisciplinaire où il y a des généticiens, des ORL, des orthopédistes, des neurochirurgiens, en fait que des gens de multiples spécialités qui sont intéressés par le parcours de ces patients. Et après, l'indication opératoire et l'organisation est discutée selon la situation clinique et paraclinique. Quand on prend en charge ces patients, il y a des choses qui sont discutables, des choses qui sont recommandées. Et qu'est-ce qui va nous préoccuper pour préparer au mieux la chirurgie de décompression de cette charnière? C'est de s'intéresser à l'état respiratoire du patient,
S'il est altéré, il va falloir déjà le faire mieux respirer, mais aussi réouvrir ses voies aériennes. Donc ça arrive volontiers, qui est toujours une polysomnographie préopératoire et parfois une prise en charge ORL dans le même temps pour faire adénodectomie et parfois les amygdales aussi. Quand on parle de troubles neurologiques, on parle d'hypotonie, de défaut de développement, et on ne peut pas comparer un patient qui a une maladie génétique au développement normal des patients. Et donc, il y a une grille de développement du patient achondroplasique qui est spécifique. Et c'est à peu près les mêmes que les enfants sans anomalie, mais c'est juste un petit peu plus large. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent avoir un peu de retard, mais c'est des enfants qui n'auront pas de non-acquisition. Et donc, il y a juste un décalage par une forme d'hypotonie multifactorielle. La chirurgie, c'est une chirurgie dangereuse. J'avais fait cette partie de même topo, cette même réunion en 2019. Et c'était la grande discussion de savoir est-ce qu'il y a de la mortalité. Oui, il y a de la mortalité. Il y a eu de la mortalité il y a à peu près une vingtaine d'années. C'est ce qui a fait changer l'attitude d'opérer volontiers, facilement, sans bilan, ces bébés. La position, c'est en position ventrale. Certains utilisent les tétières à pointe, mais c'est un positionnement difficile chez ces petites têtes fines, affinées par l'hydrocéphalie. Donc nous, on a tendance à utiliser une tétière en fer à cheval avec une protection du visage par des duodermes, parce qu'on peut avoir des escarres aisément sur les maxillaires. C'est une incision qu'on ne peut pas faire toute petite parce qu'on se retrouve dans un entonnoir. Vous avez vu ici en haut à droite la conformation. Pour aller chercher l'os occipital, qui est parfois même incarcéré derrière C1, il faut ouvrir un petit peu plus long et parfois même enlever C1. Il ne faut pas s'aventurer sur les côtés. Vous voyez ici, il y a pas mal d'années, j'en ai fait une fois, j'en ai pas refait, mais c'est un scanner injecté au temps veineux d'un enfant achondroplasique que j'avais rencontré assez tard dans sa vie. Et vous voyez les veines que vous pouvez retrouver, qui sont le drainage veineux accessoire, qui s'adapte au sténose jugulaire. Donc si vous n'êtes pas sous périosté et que vous êtes allé un petit peu trop latéral, ça peut être un facteur de mortalité péropératoire, parce que c'est impossible à coaguler. Et vous voyez à droite une échographie péropératoire en fin de décompression, où on voit en fait un liseré de LCR qui réapparaît. Et donc vous pouvez, pendant l'opération, ajuster la décompression, notamment en fait de ne pas enlever que l'os, mais d'enlever aussi le ligament pour éviter d'avoir cet angle. Pas d'ouverture de Durmer, parce qu'il y a une telle pression du LCR que vous n'arriverez jamais à réétanchéifier. Est-ce qu'il faut opérer tout le monde ? Probablement pas, comme d'habitude. Mais il y a un score qui a été validé par cette équipe pluridisciplinaire de 0 à 4, où il y a une compression plus ou moins importante, et puis quand on est à l'extrême, à la 4, il y a une myélopathie. Donc, on peut résumer les cas à plusieurs situations. En fait, il y a le cas sévère où l'image par elle-même, même en cas d'examen clinique satisfaisant, suffit à avoir une indication opératoire. Il y a le cas intermédiaire, vous voyez ici, c'est du 3. Et selon les pays, selon les équipes, tout le monde n'opère pas. Ceux qui sont 3, s'ils vont bien. Et dans ce cas-là, l'indication opératoire n'a pas été retenue à 4 mois, mais le non-remodelage, parce qu'il peut y avoir un remodelage, à 7 mois, a motivé une chirurgie. Alors le remodelage, certains n'y croient pas et disent qu'il faut mieux quand même tous les opérer à 4 mois. Alors je vous ai retrouvé cette petite photo. C'est un patient que j'ai rencontré après les IRM de départ. Les rendez-vous ont été ratés. Et en fait, à gauche, on l'aurait opéré d'emblée. Mais elle est arrivée avec l'IRM de contrôle au milieu. Et comme elle allait bien, que son développement avançait bien, qu'elle était en fait dans la bonne frange de développement, il a été décidé en fait de voir si ce remodelage se poursuivait. Et vous voyez en fait sur la partie droite, en fait le canal a fini par se normaliser et sans qu'elle ait de retard, sans qu'elle ait d'hypotonie par rapport au standard achondroplasique. Donc il y a un remodelage, mais la question est à quel moment on prend le risque. Là, ça aurait été joueur en la rencontrant.
Est-ce qu'il y a une instabilité? En plus, on en parle juste après. En fait, mais ces décompressions, ça représente 5 à 20% des patients. Et c'est à mettre en balance avec une mortalité par mort subite qui est évaluée à peu près à 4% dans cette cohorte, donc qui est supérieure à la population générale. L'instabilité, c'est marqué dans plein d'endroits, mais en fait, on ne le voit pas. Donc on dit pas que ça n'existe pas pour éviter d'avoir l'air bête un jour, mais par contre, on dit que c'est très très rare. Il y a un article qui rapporte des évaluations de mobilité dans ce cas-là. En fait, c'est un cas dans l'article. Pour ce qui est de la pratique de l'équipe Hanecker, il n'y a pas d'IRM positionnée qui est faite sur les enfants achondroplasiques en estimant que le risque est trop important. Cet article montre qu'en fait, on peut le faire dans des bonnes conditions. En fait, à quoi ça sert? Pourquoi ils le font dans les autres équipes? C'est pas parce qu'il y a une instabilité des vertèbres. C'est parce qu'en fait, il y a un facteur positionnel d'une compression qu'on peut ne pas voir. En décubitus dorsal, le bébé, et particulièrement l'achondroplasique, étant donné le volume de sa tête, est spontanément en hyperflexion. Et en hyperflexion, il va étendre ses ligaments postérieurs. Et le fait de se mettre en hyperextension, qui est une position habituelle lorsqu'ils sont allongés, et ben en fait, il va plier ces ligaments postérieurs et qui sont parfois rigides et qui vont ensuite créer une compression. Et donc, ce n'est pas une compression en flexion, c'est une compression en extension et qu'on ne voit pas quand ils sont dans l'IRM. Et donc, ça permet de parfois guider un geste et de dire je vais étendre en faisant en fait une exérèse du ligament jusque à la partie supérieure de C2. Pour les approches, je ne vais pas répéter, mais donc en effet, on peut avoir une fierté française, parce que c'est l'équipe maintenant de Laurent Gémallet qui a mis en évidence cette mutation. Et on fait partie des services mondiaux à la pointe pour les thérapies innovantes. C'est quoi l'actualité? En effet, c'est le Voxzogo qui est d'actualité, et il y a d'autres thérapeutiques. Principal intérêt, c'est que le Voxzogo est très contraignant en fait en termes d'injection. Il faut former les enfants, et c'est des enfants qui font eux-mêmes les injections. Donc l'idée, ce serait d'avoir une thérapeutique soit plus espacée, soit orale. Ça les fait grandir parce que ça augmente sur le temps en fait la durée, la quantité de croissance. Est-ce que ça marche dans le domaine dont on parle, le foramen magnum? Oui, ça marche. C'est d'ailleurs une discussion qu'on avait eue avec Biomarin avant l'apparition des études cliniques. Il nous demandait c'était quoi l'enjeu en fait chez les plus petits. C'était ça. Sauf qu'il faut le donner avant et qu'actuellement le Voxzogo, ça a l'autorisation de mise sur le marché et c'est remboursé à partir de 2 ans. Or, la sténose du foramen magnum, c'est avant. Mais il y a l'autorisation d'en donner à partir de 4 mois, mais il faut payer. Et c'est un peu cher comme molécule. Ça se compte en centaines de milliers d'euros, en fait, et à la fin, c'est des millions. Ça fait beaucoup, quoi. Donc la question, ce serait de le donner plus tôt. C'est la discussion actuelle pour diminuer la morbidité. Et l'autre question, c'est d'instaurer un traitement encore plus précoce. Et il y a cette même équipe de recherche je ne peux pas vous montrer les photos, c'est interdit, mais qui mime en fait un utérus pour essayer de traiter en fait en anténatal cette pathologie pour devancer encore les complications. Parce que ça existe, en fait, les sténoses, elles existent déjà en anténatal, on le voit sur certaines IRM, ce qui peut donner des précautions à prendre au moment de la naissance pour éviter traction, hypermobilité, donc naissance dans un centre spécialisé. Et l'idéal, ce serait qu'on réussisse à traiter avec quelque chose qui ne soit pas dangereux pour la femme et qui soit efficace. Et ça nous permettrait non seulement peut-être de plus opérer, mais aussi même de plus dépister, donc en fait de plus travailler. Merci. Merci Timothée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, ça a un intérêt.
pour rechercher chez un patient qui aurait une myélopathie ou chez qui ou qui aurait un examen neurologique anormal et qui aurait une IRM trop bien. De se dire peut-être qu'on rate en fait une compression intermittente en position d'extension. Ce qui n'est pas la même chose que la plupart des instabilités qu'on cherche plutôt en flexion. Timothée, est-ce que tu as un avis sur ces patients parfois qu'on suit ou qu'on récupère, même si ce n'est pas le bon terme, à l'âge adulte, qui n'ont pas été opérés? Est-ce que tu considères que voilà, les opérés quand ils sont 20-25 ans, pour certains, c'est une perte de chance qu'ils auraient dû être opérés bien plus tôt, ou est-ce que c'est pour certains d'entre eux l'évolution naturelle? Ceux qui sont comprimés vieux, pour moi, ça commence à 4 ans. En fait, c'est qu'ils n'ont pas été comprimés avant. On n'en voit pas qui se sténosent alors qu'ils n'étaient pas sténosés petits. Mais en effet, ceux qui sont sténosés et pas opérés, ils ne se remodèlent pas tous. Et donc, en effet, quand on les rencontre, il faut les décomprimer. Et nous, parfois, on en récupère surtout qui viennent maintenant de l'étranger et qui sont comprimés à 2 ans, 4 ans, 5 ans, 9 ans. Il faut le faire. Alors, je vais vous parler maintenant de la charnière thoracolombaire. Alors, la charnière thoracolombaire, exactement, ça va intéresser l'enfant et dès son petit âge. Alors, comment on peut la définir? On considère qu'on a une kyphose thoracolombaire chez ces enfants quand on a un angle entre T10 et L2 supérieur à 20 degrés. Alors, c'est quelque chose qui est très fréquent. Et vous voyez que c'est une méta-analyse là, qui est apparue récemment. En dessous de 2 ans, on a quasiment tous les patients qui ont une kyphose thoracolombaire. Ça va diminuer. À 3 ans, on est à 33%. Et au-dessus de 5 ans, on est à 25%. Et vous voyez à droite la radiographie d'un adulte chez qui on a persisté une kyphose thoracolombaire. Alors, elle est due aux acquisitions motrices retardées, à la macrocranie, donc il y a un poids plus important de la tête, l'hypotonie et ce retard, et puis également, anatomiquement, le tronc de ces enfants est étroit, donc il n'y a plus ce soutien antérieur du tronc. Alors, l'évolution, elle est la plupart du temps favorable, et le traitement orthopédique est à réserver qu'à certaines formes. J'insiste sur le traitement kinésithérapique avec la prise en charge donc, de la colonne vertébrale, mais aussi du bassin, avec éviter la rétraction des hanches et renforcer les muscles fessiers. La surveillance radio, elle doit être régulière, on la fait tous les ans, et les corsets, c'est indiqué lorsque la kyphose s'aggrave et qu'elle est supérieure à 30 degrés. Vous voyez ici une kyphose qui s'est aggravée et chez ce jeune garçon qui se présente donc avec cette kyphose importante. Mais ça, c'est des choses qu'on ne devrait plus voir actuellement. Donc la rééducation est très importante. Et ça a été bien mis en évidence par Georges Finidori. Vous voyez ici un tuto qui est disponible dans la filière maladie rare Oscar, qui est fait à la fois pour les kinés qui ne connaissent pas forcément bien ces pathologies, mais la plupart du temps, la kiné, elle est faite par les parents au départ, et puis dans un second temps par l'enfant. Et on insiste vraiment sur la rétraction et le flexum de hanche et la rétraction des fessiers. Voilà, c'est une patiente là, que j'ai suivie récemment. Donc on voit ici une kyphose qui s'aggrave. On la met dans un corset. Alors, il faut faire des corsets, il ne faut pas les faire trop aigus, la zone de kyphose. Là, vous voyez sur le cliché. Parce que chez le petit enfant, si vous faites quelque chose de très aigu dans le corset, ça se met au-dessus et en dessous.
et donc ça marche pas très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une radiographie dans le corset et faire quelque chose d'assez mousse pour mettre globalement tout le rachis thoracolombaire en extension. L'IRM de cet enfant, vous voyez qu'il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de malformation, c'est vraiment de la dystrophie qui va évoluer. Et vous voyez l'évolution. Et la dernière radio, cet enfant a 9 ans. Alors vous voyez la forme de rachis qui est très particulier, avec cette forte incidence et ce sacrum qui est horizontal. Des indications d'ostéotomie du bassin peut être indiqué dans des formes où il y a un très grand déséquilibre antérieur pour rééquilibrer et corriger le trouble de l'équilibre sagittal. On peut avoir des formes très très évoluées, comme chez ce patient, et c'est un cas qu'on avait opéré et publié avec Michel Zera il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Et on avait retrouvé ce patient qui était un cas, entre guillemets, d'importation et qui venait d'Afrique du Nord et qui s'était présenté comme ça, dans cette situation, avec cette syphose très importante, comme vous voyez sur cette radio, et syphose très importante et un début de souffrance médulaire. Et ce qu'on avait réalisé, on avait fait un abord postérieur et postérolatéral. L'idée, c'était d'essayer de faire un été antérieur osseux qu'on ne pouvait pas faire par voie antérieure parce que le rachis était inabordable par voie antérieure. Et donc, on avait par voie postérolatérale grignoté toute la face postérieure du mur vertébral, tanké en avant des greffons péronéaux et fait une transposition de la moelle en avant, ce qui avait permis de relaxer la moelle et avait mis cet enfant, et moi je l'avais suivi pendant une dizaine d'années, il avait récupéré de ses troubles neurologiques et il allait très bien. Également, ce qui est intéressant aussi, c'est voir ce qu'on va faire à côté du rachis et ses conséquences. Alors, l'achondroplasie, ce n'est pas une bonne indication d'allongement osseux, parce que c'est des patients qui font 1m20, 1m30. On peut gagner, alors même si la chirurgie des allongements osseux a été vraiment transformée avec les clous magnétiques, on peut gagner assez facilement 8-10 cm sur le fémur et 6 cm sur les tibias. Quand vous partez d'1m20, finalement, ça ne va pas changer votre vie de gagner 15 cm. Vous allez rester socialement quelqu'un de très petit. Et deuxièmement, en termes de fonction, vous n'allez pas pouvoir conduire une voiture normale. Ça ne va pas vous donner grand-chose. Mais c'est à intégrer dans le fait qu'avec les traitements médicaux, maintenant, on va pouvoir, peut-être ces patients, on va les rapprocher d'hypochondroplase, où là, on est à une taille cible qui est plutôt vers 1m40, 1m50. Et quand vous faites 1m50, si on vous fait gagner 15 cm, vous allez pouvoir vous retrouver entre guillemets, dans une situation quasiment normale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les rapports entre le rachis et le bassin et le lieu où on fait les ostéotomies. Et il faut vraiment faire les ostéotomies très proches, le plus proche possible le plus haut possible dans la diaphyse, dans la région sous-trochantérienne, pour, avec l'allongement, parce que quand on allonge un os, on va allonger le segment osseux, mais avec des conséquences sur l'équilibre musculaire. Et quand on fait cette ostéotomie, comme vous voyez sur le schéma, le dessin de gauche, juste en dessous de trochantérien, on va pouvoir avoir un effet de rétraction, on va tirer sur le muscle grand fessier, et on va avoir cet effet de rétroversion du bassin qui manque à ces patients. Et vous voyez ce patient-là, qui est un achondroplaste, qui a été allongé en fémoral, en sous-trochantérien, et on voit le meilleur profil, le profil rachidien qui s'améliore avec le bassin qui se rétroverse. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur la syphose thoracolombaire, et si vous avez des questions. Alors maintenant, Guillaume, si tu veux.
J'avais une question. À partir de quel moment alors tu vas leur prescrire le corset? L'indication, alors, dans le corset, il y a plusieurs indications. C'est est-ce qu'on fait un corset de nuit, est-ce qu'on fait un corset de jour déjà? Parce que nous, on est très traitement par corset nocturne. Moi, je crois que c'est l'indication jusqu'à 20 degrés. Pour moi, il n'y a pas d'indication et on surveille. Après, quand ça dépasse 30 degrés, je pense que c'est une bonne, enfin, c'est l'indication absolue. Entre 20 et 30, là, il y a une zone d'ombre. C'est surtout l'évolution qui va. Et l'évolution aussi du tonus du patient. Nous, on a l'ordonnance très facile. Ouais, Dès que il y a une petite bosse en fait. Dès que ouais. il y a par contre, on essaye d'éviter de les mettre en position assise tant qu'ils n'ont pas le tonus. Parce qu'en fait, c'est la mise en position assise sociale qui les met, qui fait qu'ils se mettent à syphoser alors qu'ils n'ont pas le tonus pour rester. Ouais. Et on fait que le jour. Ouais, alors c'est vrai, quand j'étais à Paris, on avait une approche, quasiment tous les enfants avaient un corset. Et là, nous, on les met beaucoup moins en corset, hein, clairement. C'est pas consensuel, hein. C'est des habitudes de centre. Mais bon, après, il faut les surveiller. Hein. Clairement, il faut les surveiller. Et par contre, à partir de 30 degrés, là, je pense que c'est une bonne indication et ça fonctionne bien et ça répond bien au corset. La suivante. Alors, on va parler de la même maladie, mais dans un monde totalement différent, qui est celui de l'adulte. Alors, moi, je suis donc dans le service de neurochirurgie de ce qu'on appelait autrefois la Fondation ophtalmologique Rothschild. Là, je vais faire une petite parenthèse parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure. Je suis dans un hôpital qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant l'hôpital Adolphe Fondation de Rothschild, tout simplement parce qu'avant, c'était surtout de l'ophtalmo. Il y a 6 services d'ophtalmo là-bas, chacun très centré sur une petite partie de l'œil. Et puis, quand même, tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est, ce qu'on appelle TTQ, c'est considérablement développé. Et c'est vrai que cette nouvelle appellation nous permet une certaine visibilité qui ne donnait pas Fondation ophtalmologique. Alors après cette petite fenêtre publicitaire, on va parler donc de l'achondroplasie chez l'adulte. Alors il y a une première difficulté qui est épidémiologique, c'est impossible de connaître le nombre d'achondroplastes adultes en France et même en Europe. C'est très rare, vous voyez, c'est une étude européenne sur 25 ans qui a montré 3,72 naissances pour 100 000. Et puis, si on cherche un petit peu, on se centre sur les complications médicales, notamment les sténoses thoracolombaires, il y a très peu d'études, notamment chirurgicales. Et comme le disent les auteurs de ce rapport, en fait, elles sont difficilement interprétables. C'est souvent des complications, des case reports, des complications opératoires, mais il n'y a pas de vue un peu d'ensemble de cette prise en charge. Puis c'est donc une pathologie rare et c'est une niche chirurgicale. C'est vrai que ce n'est pas très fréquent d'opérer des canaux, des sténoses lombaires ou dorso-lombaires de l'achondroplasie. Alors si on essaye toujours un petit peu de se dire combien il y a de patients en France, a priori, il y en a moins de 8000, selon quand on va sur le site Orphanet ou quand on va sur le site du ministère de la Santé ou sur d'autres sites. L'association des personnes de petite taille a 800 adhérents, elle est incapable de dire combien il y a d'adultes porteurs d'achondroplasie, même dans sa propre association, puisqu'il y a des parents d'enfants achondroplasie, mais qui ne le sont pas. Et puis surtout, il y a le problème de la transition pédiatre-adulte qui n'est pas systématisée, parce qu'on ne peut que s'étonner de la qualité, de la richesse de la prise en charge pédiatrique multidisciplinaire, parfaitement coordonnée, du PNDS. Chez l'adulte, c'est plus rien, ils sont largués dans la nature, et ça joue dans la prise en charge qui va suivre. Alors, à la Fondation Rothschild, sur 15 ans, on a 33 patients qui ont été opérés, donc avec une moyenne d'âge de 48 ans, mais il y a 2 patients de 72 et 60 ans qui tirent un peu la moyenne vers le haut. L'impression est plutôt 35-40 ans. 19 femmes pour 14 hommes, sans savoir si vraiment ça a une signification. Alors, sur le plan symptomatique,
est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie la présentation d'une sténose lombaire ou dorso-lombaire par rapport à une sténose plus classique, arthrosique de la population générale? D'abord, il y a le retard de consultation. Ils arrivent pour différentes raisons, je vous expliquerai tout à l'heure, mais surtout par déjà la disparition d'une espèce qui est le médecin généraliste. Et deuxièmement, ils n'osent pas toujours consulter pour plein de raisons. Les douleurs radiculaires me paraissent moins fréquentes, les douleurs radiculaires L5, les cruralgies, que dans le canal lombaire classique. Souvent, ce sont des paresthésies, ce qui décrivent des engourdissements, des paresthésies qui augmentent à la marche. Et puis, on est étonné aussi du nombre de patients qui arrivent déjà avec un déficit neurologique distal, des troubles urinaires beaucoup plus fréquemment que dans la population générale. L'examen neurologique est là bien sûr indispensable, comme pour tout canal lombaire étroit habituel, mais surtout là, il faut rechercher une compression plus haut située. Et il y a encore des malformations de charnière ou des sténoses, elles sont assez rares, cervicales, non opérées dans l'enfance et qu'on voit passer notamment pour des patients qui viennent de l'étranger. Alors, voici le type même de l'adulte achondroplaste, avec, on va voir cette horizontalisation du sacrum et ce début de déséquilibre antérieur. Je ne sais pas si la vidéo peut marcher. Non. Elle ne marche pas. Et à droite, vous avez un aspect un peu typique de ce qu'on peut voir en consultation à l'âge adulte, c'est-à-dire des patients qui n'ont absolument pas été suivis, qui ont donc non seulement l'achondroplasie, mais ils ont toutes les complications, l'obésité, l'hypertension, le syndrome d'apnée du sommeil, l'asthme, les problèmes, et donc toute une évaluation médicale qui finalement n'a pas été faite parce qu'il n'y a aucun suivi médical. Et ça, c'est vraiment un point important, aucun suivi médical de ces patients qui sont un peu perdus et qui ne comprennent pas parce qu'ils étaient si bien suivis à l'âge pédiatrique, pourquoi du jour au lendemain, plus personne vraiment s'occupe d'eux. Et donc, il y a tout un travail qui est fait actuellement avec donc, ceux qui s'occupent de ces patients à l'âge adulte pour essayer de faire un plan de soins un petit peu organisé à différentes réunions. Mais c'est un véritable problème pour ces patients. Alors, le rachis lombaire de l'achondroplasie, en tout cas dans ce que nous voyons, de face, il y a rarement de déformation. Par contre, il faut bien voir, ça ne se voit peut-être pas bien sur la radio, mais le rachis lombaire est complètement impacté dans le bassin. La ligne des crêtes iliaques passe en général en L3, L4 à peu près. Deuxièmement, le diamètre interpédiculaire à l'opposé de la population adulte normale, entre guillemets, décroît. Et en L4 et L5, ce diamètre interpédiculaire est particulièrement rétréci, ce qui pose parfois des problèmes dans les décompressions. Il y a bien sûr, en L1, il y a toujours cet aspect un peu trapézoïdal, cunéiforme, qui est typique de l'achondroplasie. Ça peut être L2, ça peut être T12, mais c'est en général L1, avec une sensiphose régionale forcément obligatoire. Et puis l'horizontalisation du sacrum, avec cette espèce de triangle entre L4 et L5 et d'angle entre L4, L5 et S1, qui va poser plein de problèmes, souvent post-opératoires. Alors, les sténoses, c'est essentiellement une sténose centrale. Il n'y a pas tellement de sténose latérale comme dans les sténoses habituelles. Deuxièmement, elles sont multi-étagées. Vous voyez que ça peut atteindre aussi, il faut toujours regarder la jonction dorso-lombaire, avec donc des sténoses qui peuvent être extrêmement sévères, sauf justement en L5-S1. En L5-S1, on a bien sûr c'est rétréci transversalement, je viens de vous le dire, mais on a quand même l'impression qu'on voit encore les racines. Et au début, j'ai fait un peu l'erreur de me dire, parce que c'est très profond, on va le laisser. En fait, c'est une erreur, parce que si vous regardez un peu la morphologie, vous voyez cette espèce d'amas de graisse qui commence un peu au niveau L3, L4, qui rend le champ opératoire extrêmement profond, puisque vous voyez, ça fait sur la diapositive de droite, c'est au moins 10 cm dans un espace qui est particulièrement étroit. Et en fait, quand on décomprime, même si L5-S1 paraît pas si sténosé que ça par rapport aux autres étages, il faut mieux y aller. Donc toujours se rappeler, comme je vous l'ai dit, que la sténose n'est pas que lombaire, elle est beaucoup plus fréquente en dorsale que dans la population générale. Et puis finalement, sur le plan chirurgical, qu'est-ce qui va différencier l'acte d'un simple recalibrage dans la population générale? D'abord, le nombre de niveaux. Souvent L1, L4, maintenant je fais L1, L5 systématiquement. Mais
ça peut être beaucoup plus entendu, hein, T9, L5, avec des interventions qui sont longues. En plus, l'os peut avoir une consistance extrêmement dense, sévère. Il faut prendre des fraises diamantées et y aller quand même assez prudemment. Il n'y a pas ou peu de temps oblique. Je répète, c'est une sténose qui est essentiellement centrale. Il faut voir les bords latéraux du fourreau dural, mais pas chercher tellement à aller plus latéralement et notamment faire un temps oblique qui va surtout déstabiliser sans aucun apport. La dure-mère est peut-être assez fragile, notamment en L4, L5 et notamment dans le tournant L5, S1 où là, la brèche durale n'est pas exceptionnelle. C'est un champ opératoire qui est très profond en dessous de L3. Et si vous regardez sur la diapositive de droite, c'est un patient qui a été opéré et qui va falloir réopérer quelques années après et aller en L5, S1. Regardez la profondeur de la graisse, regardez la fibrose post-opératoire. J'ai même dû prendre la neuronavigation une fois pour retrouver l'arc postérieur de L5. Donc c'est des champs opératoires quand même tout à fait particuliers. Et le microscope est parfois aussi utile, indépendamment du geste de recalibrage lui-même, rien que pour retrouver le canal. Alors, je vous ai dit, il y a un aspect cuniforme de L1, avec parfois une petite syphose. On est amené parfois à les fixer, mais c'est assez rare en fait. Et il faut toujours essayer de ne pas descendre en dessous de L3 pour ne pas leur donner à ces patients la possibilité de se pencher en avant et de nouer leurs souliers. Et donc de mettre leurs souliers. C'est vraiment pour ça qu'il faut éviter d'aller trop latéralement. Ça ne sert strictement à rien. Les indications en fait sont assez rares de cette fixation. C'est uniquement si une syphose a évolué ou s'il y a une compression antérieure en L1 qui fait qu'il faut mieux éviter une aggravation ultérieure après la laminectomie. Je ne suis pas franchement un chirurgien de la déformation, en tout cas dans cette région, ça c'est sûr. Donc les dossiers un peu compliqués, on demande l'avis de spécialistes, et notamment Serge Zakine, qui est là, je le remercie, on a un staff commun avec lui très régulièrement. Là, c'est l'histoire d'un patient qui avait déjà été opéré à l'âge adulte. D'ailleurs, c'était assez curieux parce que le compte-rendu opératoire disait que la laminectomie avait porté jusqu'en S1, et on voit que ce n'est pas vrai. C'est pas l'incompétence que je mets en cause, c'est la difficulté de s'y retrouver, je le répète, dans ce champ opératoire très profond. Donc ce patient, on en a discuté ensemble et on l'a opéré ensemble. Quand je dis c'est en dehors de mon domaine de compétence, mais c'est pour dire que c'est assez rare de trouver des déformations importantes chez l'adulte achondroplaste, en tout cas dans la série qu'on a vue. Enfin, les complications post-opératoires. On a eu 2 hématomes extraduraux, ce qui n'est pas énorme, ou des hématorachis, pardon, qui sont liés en fait à la longueur de l'intervention et à la longueur aussi de la décompression. Des aggravations neurologiques, on en a parfois, c'est des moelles qui sont extrêmement fragiles, et même avec les meilleures précautions, avec l'habitude des petites kératoses, des fraises, le microscope et tutti quanti, on a parfois des aggravations à type de paraparésie. Il y en a une qui n'a jamais vraiment régressé. Il y a un cas. Il n'est pas dans cette série. C'était quand j'étais à la Riboisière, il y a plus de 18 ans. Et puis on en a eu 2 qui se sont améliorés quasiment complètement et dont on n'a pas forcément l'explication. Il n'y a pas forcément d'hypersignal intramédulaire en T2, post-opératoire. Et puis un cas récent qu'on a avec Serge, un déficit L4 bilatéral qu'on ne comprend pas très bien mais qui récupère. Complications hémorragiques exceptionnelles, par contre les brèches durales, oui, surtout dans le tournant L4, L5, L5, S1, où il faut être d'une prudence dessus. Mais le vrai problème, c'est les problèmes de cicatrisation du fait de l'obésité, du fait de ce pli horizontal situé juste au-dessus du paquet graisseux, avec des difficultés fréquentes de cicatrisation, voire des infections. Vous voyez sur les 2 de droite, c'est la patiente quand on lui demande de se pencher en avant. Vous voyez toutes les difficultés qu'on a eues. Il y a même eu la chirurgie plastique. Il faut reconnaître qu'au même endroit, on a en L5, S1, L4, L5 la fuite de LCR, après la graisse qui s'infecte, et là-haut, le pli avec la peau qui s'infecte et qui ne cicatrise pas bien. Donc là, tout est réuni pour qu'il y en ait des difficultés. Si vous me donnez encore une petite minute,
on va sortir un tout petit peu de la sténose lombaire. Je voudrais vous parler de la vie de l'achondroplaste adulte parce que ça a un retentissement en fait sur les difficultés de suivi et de la population de ces achondroplastes adultes. Il faut savoir que c'est un handicap qu'on sous-estime. Oui, ils sont petits. Bon, peut-être faut aménager les sièges, aménager la voiture, mais tout est un problème. Et un des patients m'avait déjà dit il y a longtemps, vous comprenez, quand on est devant un distributeur de billets, il faut qu'on saute à chaque fois, on appuie sur une touche, on retombe, on ressaute, et puis il ne faut pas qu'on se trompe, parce que si on se trompe, la carte est avalée. C'est un exemple un petit peu typique des difficultés que rencontre au quotidien. Vous voyez d'ailleurs qu'on a adapté l'image d'à côté, vous voyez que le distributeur est plus bas. Je ne vous parle pas des urinoirs. Et c'est le seul handicap aussi pour lequel on prend les gens en photo systématiquement dans la rue sans leur demander leur avis. On fait des selfies, on les met sur les réseaux sociaux. Et même, vous voyez, sur les réseaux sociaux, ça c'est la présidente de l'association des nains, des personnes de petite taille, me disait, on voit de tout. On lui a demandé là récemment une grande surface, si elle ne pouvait pas lui envoyer 10 nains pour l'ouverture d'une succursale. Et là, c'était pour un anniversaire, c'était pour mettre un nain dans un gâteau. Donc c'est vraiment le seul handicap dont on se moque, le seul handicap dont on rit. D'ailleurs, vous avez un peu ri, vous aussi, là. Et ça explique, et tous les patients disent, pourquoi aussi ils ne viennent pas consulter. Parce que venir dans la rue et la salle d'attente, c'est une épreuve. Voilà, je voulais vous en parler un petit peu parce que ce n'est pas toujours bien connu. Et il me paraissait important aussi de souligner ce point de vue de l'achondroplasie. On a un peu dépassé le temps, mais on a peut-être le temps pour une question. Guillaume ? Oui. Dans les symptomatologies de dysesthésie qui apparaissent, finalement, bon, la chirurgie n'est pas simple non plus. Quand est-ce qu'on se décide à opérer ? Alors, on se décide à opérer. La question est très bonne parce que d'une part, les patients sont terrorisés, ça j'ai oublié de le dire, mais les achondroplastes adultes sont terrorisés à l'idée de la paraplégie, beaucoup plus que dans la population générale. Donc déjà, il y a une réticence chez les patients à être opérés. Il va falloir vaincre cette réticence. Deuxièmement, moi j'aurais tendance, il y a deux cas. Il y a un cas où on opère systématiquement, c'est quand une sténose dorsale, avec surtout un hypersignal, là où on explique aux patients qu'il va falloir vraiment se faire opérer. Quand c'est uniquement une sténose lombaire, c'est l'aggravation ou la limitation de la marche, et puis en les revoyant petit à petit. C'est la notion d'aggravation de ces paresthésies, parce qu'il y en a qui les gardent parfois, enfin, je pense à une patiente notamment, que je suis depuis longtemps et qui est extrêmement stable, avec des paresthésies qui apparaissent au bout d'1 ou 2 kilomètres et qui n'a pas pour le moment du tout l'intention de se faire opérer. Voilà, c'est vraiment l'évolution et l'absence de compression dorsale, je dirais. Je ne sais pas si j'ai répondu. Les paresthésies remplacent un peu les douleurs, j'ai l'impression, radiculaires chez l'achondroplaste. C'est peut-être la morphologie du canal qui est différente. C'est une sténose qui est très centrale, qui n'est pas latérale. Juste une petite astuce technique. Je n'ai absolument pas l'expérience que tu as. C'est Jean-Charles, je suis à ta gauche. Et pour les cas, alors j'avoue, c'est une chienlit, on en a fait que 2, donc, et j'ai bien vu effectivement que ce problème d'aller jusqu'en bas, on a fait un cas avec Stéphane Aunoble, c'est vraiment extrêmement profond, et on a l'impression de ne jamais y arriver. Mais j'ai utilisé sur le deuxième les systèmes à ultrasons. Et pour la brèche de Durmer, eh bien, ça aide bien parce que par rapport à la fraise diamantée qui est, bien que normalement pas trop agressive, ça reste quand même agressif. Avec le système à ultrasons, l'espèce de pied de biche, là, ça permet de pouvoir repousser le tissu mou et de rester que sur l'os. Et ça évite les brèches de Durmer, quoi. Mais bon, c'est sur un cas, hein, mais oui, ça aide. C'est possible. En fait, moi, les brèches que j'ai sur la conscience, c'est jamais avec la fraise diamantée. C'est toujours avec la plus petite des kérissones au dernier moment pour enlever la dernière petite écaille compressive. Ça rate jamais. C'est pour ça que l'ultrason, ça aide bien. Ouais, ça. Non, c'est possible, oui. Merci. Merci à tous.